La parole est à Monsieur Jérôme Guedj pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission, Madame la rapporteure générale. Quand un ministre arrive à une responsabilité, il a, j'en suis sûr, bon espoir d'imprimer sa marque sur les chantiers en cours. Votre nomination, tous les trois, je l'aurais dit si Aurore Berger était là, mais tous les deux, vous le lui direz, devait également vous permettre de traduire vos priorités dans le PLFSS en cours de préparation. Hélas, 3 fois hélas pour vous, ce qui restera de votre premier PLFSS, c'est qu'il aura été marqué par une première depuis l'histoire des PLFSS, être rejeté en commission des affaires sociales. Et je vous le dis tout de suite, l'absence de majorité, ou la majorité relative, ou la minorité relative, appelez ça comme vous voulez, n'explique pas tout. Ce rejet en commission, pour moi, signe aussi l'échec de votre méthode, d'abord, mais aussi l'épuisement de votre vision de la sécurité sociale, à rebours de ce que vous nous avez dit, désolé Monsieur le Ministre, dans vos propos introductifs, en rappelant l'origine de la sécurité sociale. Citer Ambroise Croizat et Pierre Laroque, c'est bien. Rester fidèle à leurs exigences, c'est mieux. La sécurité sociale, c'est chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Et c'est ce qui manque, j'y reviendrai singulièrement dans votre PLFSS, répondre aux besoins des assurés sociaux, des patients, des ayants droit. Et le rejet, dernier élément, j'y reviendrai aussi, nous dit aussi peut-être, et si on peut au moins ici avoir cette réflexion, que l'objet PLFSS n'est plus du tout adapté aux enjeux de la décision et des décisions que nous devons prendre. D'abord, je veux vous dire, en étant attaché à la grandeur du débat parlementaire, et je le dis avec une gravité désabusée et avec la tristesse du désœuvrement, que malheureusement, cette année encore, une épée de Damoclès surplombe nos débats d'aujourd'hui et les rend stériles, inutiles et vains. C'est le 49.3 devenu une sorte de fatalité inévitable. Avec lui, tout est joué à d'avance. Dans quelques minutes, ou plutôt dans quelques heures, la Première ministre montera cette estrade et psalmodiera à nouveau l'air qui commence à être familier à l'ensemble des Français. J'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la première et la deuxième partie du projet de loi de financement pour 2024. Et votre projet de loi pour le budget de la sécurité sociale a beau avoir été rejeté en commission des affaires sociales, en fait, vous n'en tirez aucune conséquence. Pire, vous prétendez chercher des sujets de consensus sans jamais faire de concessions, ce qui, admettez, est un exercice un petit peu étonnant, manifestant votre refus d'une démocratie parlementaire vivante et consistante. Je ne reviens pas sur les épisodes qui ont émaillé toute l'année 2022-2023. On nous disait, vous allez voir ce que vous allez voir, le Conseil national de la refondation, avec ses volets sur la santé, avec ses volets sur le bien vieillir. Sur quoi tout cela a-t-il débouché de concret dans ces PLFSS? Je ne reviens pas non plus sur l'initiative politique d'ampleur que le président de la République avait souhaité convoquer à la rentrée. Cela n'aura eu aucun effet dans la séquence budgétaire que nous traversons. Bref, à coup d'opérations de communication, vous plongez la France dans une initiative politique d'ampleur improvisée en continu. Vous n'arrêtez pas de répéter aussi que vous voulez trouver des compromis de projets ou des majorités de projets, mais dans les faits, vous faites exactement le contraire. L'an dernier, alors vous étiez, avec la minorité présidentielle, au moins astreint à organiser des groupes transpartisans au niveau de la commission des affaires sociales. Les débouchés avaient été limités, mais ce format avait le mérite d'exister. Cette année, c'est fini, vous ne faites même plus semblant. Pas plus que, je me rappelle, la promesse de votre prédécesseur de dire « nous travaillerons très en amont au PLFSS ». Je vous ai entendu je vous ai entendu nous le dire à nouveau, cher Aurélien Rousseau. Eh bien, écoutez, nous vérifierons si nous sommes capables de travailler non pas 15 jours ou 3 semaines auparavant, comme avec vos comptes de Ségur, où, d'une certaine manière, vous nous présentiez les arbitrages déjà réalisés. Ce n'est pas comme cela que vous allez créer des majorités de projets. Et même quand nous tentons de jouer le jeu de la co-construction, eh bien, vous rejetez en bloc. Ça me permet à cet instant, et je le dis devant le ministre Cazenave, de revenir sur une petite entourloupe. Quand vous nous indiquez que c'est sur la base du rapport de Marc Ferracci et de Jérôme Guedj que vous allez prendre des amendements de gel des seuils de calcul des 2,5 et 3,5. Ce n'était pas
la conclusion à laquelle nous étions arrivés. La conclusion à laquelle nous étions arrivés, c'est que les exonérations de cotisations sociales peuvent être questionnées, elles doivent l'être, que de manière certaine, entre 2,5 et 3,5 SMIC, elles n'ont aucun impact sur l'emploi et sur la compétitivité, et nous proposions purement et simplement de les supprimer. C'était tellement partagé que j'avais déposé un amendement avec quelqu'un de chez vous, avec Sacha Houlié, président de la commission des lois et membre de la majorité. Malgré cela, il n'est pas retenu. Le consensus coproduit par des parlementaires ne retient pas votre attention. Je pourrais vous citer aussi le travail fait sur les déserts médicaux dans le cadre du groupe de travail transpartisan porté par mon collègue Guillaume Garot. Je pourrais vous parler aussi de la volonté affichée sur tous les bancs de l'hémicycle de travailler ensemble à une loi de programmation sur le grand âge, à muscler, j'y reviendrai, le travail sur ce sujet. Au contraire, chaque initiative est bridée, muselée, cadenassée. Et au final, nous nous retrouvons avec des amendements que nous avons pu réussir à faire voter en commission, mais dont nous savons qu'ils vont passer à la roulette du 49.3, où quelque part, on ne sait où, on ira piocher tel ou tel amendement pour retenir. Je ne sais pas, par exemple, si ceux que j'ai, avec d'autres, pu contribuer à faire voter pour sanctionner de manière plus efficace les professionnels de santé fraudeurs en procédant systématiquement et totalement au remboursement des exonérations de cotisations sociales. Je ne sais pas, au moment où je vous parle, si vous le retiendrez dans le fameux 49.3. Et pourtant, je le dis avec beaucoup de franchise, nous reconnaissons que ce projet comporte des avancées, comme à chaque fois, que nous saluons. Encore heureux, serais-je tenté de dire. Le souci, c'est que systématiquement, elle s'arrête au milieu du gué. Évidemment, la gratuité des préservatifs et des protections menstruelles pour les moins de 26 ans, c'est très bien. Mais bigre, pourquoi s'arrêter à 26 ans? Je pense aussi au lancement de la campagne nationale de vaccination contre le papillomavirus dès la classe de 5e. Un tiers des jeunes hommes de plus de 15 ans sont porteurs d'un papillomavirus et environ 20% sont atteints d'un type de HPV qui pourrait engendrer un cancer. Il y a urgence et vous avez pris à sa juste mesure le dossier. Mais pourquoi une minorité, et je sais que cet angle mort vous préoccupe, Monsieur le Ministre, une minorité de collèges privés freine des cas de fer pour le déploiement? Pourquoi ne pas avoir déployé la réalisation de campagnes hors les murs de l'école, dans les clubs sportifs, dans les MJC, et d'essayer d'élargir? J'espère que vous pourrez reprendre cette proposition. Nous saluons aussi enfin, le début de commencement de l'amorce d'un début de la fusion des sections soins et dépendance. Le problème, c'est que cette mesure réclamée par tous les acteurs, elle était dans le rapport de Dominique Libaud, mais en choisissant l'adhésion volontaire des conseils départementaux, il y a un risque d'une réforme à minima et surtout d'un financement des EHPAD à 2 vitesses qui va complexifier la vie des opérateurs et notamment de ceux qui agissent à l'échelle nationale. Vous avancez aussi sur la fameuse tarification à l'activité des hôpitaux pour les activités de médecine, de chirurgie et d'obstétrique. Enfin, Emmanuel Macron, c'était en Essonne, aux vœux au personnel de santé, avait indiqué qu'il s'était trompé la fois précédente où il avait dit on va le faire de manière progressive. Et donc là, il avait, de manière très péremptoire, indiqué qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Dès le prochain PLFSS, les choses allaient changer radicalement. Mais votre réforme, elle est inaboutie. Nulle part, la part de la T2A n'y est plafonnée, et ce PLFSS n'indique même pas de taux cible à atteindre pour financer effectivement autrement l'hôpital. Alors, contrairement à ce que vous allez nous raconter, ce 49.3 n'était pas inévitable. Vous auriez pu voir, vous auriez pu écouter, vous auriez pu co-construire. Mais comme d'habitude, vous n'en avez rien fait. Vous avez dit clairement à nous, et à travers nous, aux soignants, aux patients, circulez, il n'y a rien à voir. Parce que ce PLFSS, et c'est son drame originel, ne répond pas aux urgences sociales et sanitaires qui frappent les Français, parce que la seule boussole qui vous guide, c'est celle d'une rigueur budgétaire. Alors on peut jouer sur les mots, peut-être pas austérité, mais à minima rigueur budgétaire. Et ce PLFSS ne permet pas de construire une politique de santé ni une politique du grand âge consistante. Comme l'année dernière, vous avez écouté, mais vous n'avez pas entendu. Vous avez vu, mais vous n'avez pas regardé. L'année dernière, lors du débat, rappelez-vous, du PLFSS 2023, nous vous avions alerté au diapason des fédérations et de l'ensemble des acteurs du secteur. L'Ondam que vous proposiez n'était pas à la hauteur d'une inflation que nous savions déjà massive, laissant les professionnels de santé dans le flou toute l'année. Et vous avez, au gré des rectifications, corrigé significativement. L'Ondam hospitalier, 100,7 milliards
en loi de financement initiale. Il est passé en 101,3 milliards en avril dernier pour atteindre 102,5 milliards d'euros aujourd'hui. C'est exactement les amendements que nous vous proposions l'année dernière, en vous disant dès le début, mettez l'argent nécessaire, offrez de la visibilité et ne mettez pas dans des situations périlleuses l'ensemble des acteurs. Vous êtes sur une trajectoire budgétaire en perdition et c'est extrêmement problématique. Nous vous le redisons avec solennité, à nouveau, avec un Ondam inférieur à l'inflation, parce que la réalité, c'est que l'inflation ne sera pas celle que vous escomptez et les projections que vous indiquez, vous allez continuer à fragiliser considérablement les établissements et les services. Je veux reciter la FHF, je vois Frédéric Valletoux qui est présent et je le redis que c'est souvent un lieu d'expertise. Quand elle nous dit qu'il faudrait rajouter au moins 2,8 milliards d'euros pour faire face à la crise que nous traversons, quand elle nous dit qu'il manque 1,9 milliard d'euros pour l'Ondam hospitalier, quand elle nous dit qu'il manque 500 millions d'euros pour l'Ondam médico-social, alors nous sommes au-devant de grandes difficultés. Sur le grand âge, vous avez annoncé en 2022 votre volonté de créer 50 000 postes en EHPAD. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Où en sommes-nous ? Où en sommes-nous ? Vous en avez budgété 3 000 en 2023, 6 000 en 2024. En 2 ans, vous aurez fait 9 000 sur les 50 000. Et d'ores et déjà, on commence à nous préparer en disant ce sera à l'horizon 2030 et plus à l'horizon 2027. C'est à peine 1,2 équivalent temps plein ETP créé dans chacun des 7000 EHPAD de France. C'est pas ça qui va changer ni l'attractivité des métiers, ni les conditions de travail pour l'ensemble des salariés, ni les conditions d'accueil pour les personnes âgées. Et donc nous vous alertons, vous ne nous aurez pas avec la petite loi grand âge dite PPL bien vieillir. Retenez la demande des parlementaires unanimes. Ils ont voté ici à l'unanimité la demande pour une loi de programmation grand âge en avril. Et depuis cette date, si Aurore Bergé avait été là, j'aurais espéré qu'elle puisse l'entendre, pas une seule expression d'un ministre ou de la Première ministre pour dire « nous avons entendu la demande unanime des parlementaires, il y aura une loi de programmation grand âge ». J'y reviendrai dans un instant. La détresse, elle est pourtant là, elle est visible, il y a urgence. Les professionnels de santé, je vous recite l'article La Tribune dans Le Monde le 10 octobre dernier où 1200 soignants nous disent cette chose terrible, monsieur le ministre. Dorénavant, nous, soignants, sommes contraints en toutes circonstances de trier les patients, de vous trier. Pire, parfois nous n'arrivons même plus à vous prioriser par ordre de gravité. Voilà où nous en sommes, voilà où en sont les centres hospitaliers. Je lis la presse quotidienne régionale. Dans le populaire du centre, en Haute-Vienne, Isabelle explique « Il y a des jours où presque la moitié de mes collègues sont en arrêt tellement ils sont épuisés. » Dans le journal du centre, dans la Nièvre, des équipes en sous-effectif permanent, des médicaments mal distribués ou non donnés, des toilettes non réalisées, des journées sans infirmière ou avec un seul pour 80 résidents. La situation, elle est dramatique. Le drame de votre PLFSS, c'est que la réponse que vous apportez, c'est celle de l'injustice et de l'austérité. L'injustice, c'est d'augmenter les impôts sur la maladie avec l'augmentation de la participation forfaitaire, les fameuses franchises. Et je le dis, au moment où nous parlons, aucune clarification, monsieur le ministre. Nous ne savons pas si elles seront décidées ou pas décidées. Pour nous, c'est absolument insupportable. L'injustice, c'est de s'en prendre aux personnes qui recourent au transport sanitaire quand elles n'acceptent pas les transports partagés. L'injustice, toujours, c'est quand vous financez votre réforme des retraites en déshabillant Agirc Arrco pour habiller votre réforme. Et là, au moment où on parle, avec l'article 9, vous pouvez encore le faire. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire clairement, ça n'aura pas lieu. En aucun cas, il n'y aura cette ponction. Voilà les éléments qui manquent considérablement à la transparence de nos débats et à la clarté de ce que nous pouvons faire. Pourtant, il y a besoin de propositions alternatives audacieuses, fortes et fécondes. Et le point de départ, c'est de gouverner par les besoins. C'est ça qui est essentiel aujourd'hui. Nous l'avons dit, redit et re-redit. Alors, au moment de conclure, je veux vous dire que mon humeur est à la frustration. La frustration parce que ce texte ne répond pas aux urgences. L'ambition d'un PLFSS est de repousser sans cesse les frontières de la solidarité. Et vous nous proposez d'une certaine manière le contraire. Et comme je vous le disais, ce PLFSS n'est plus le bon outil pour programmer, pour anticiper. Il nous faudrait une loi de programmation et d'orientation sanitaire sur 5 ans qui intégrerait une stratégie nationale de santé et des objectifs de santé publique qui n'existent pas aujourd'hui. Et la même chose pour une loi de programmation sur le grand âge. Car bon sang, on est capable dans ce pays de faire des lois de programmation pour nos armées, pour la police, pour la justice et le social. C'est aussi régalien que la défense. Et pour ça, il faut de la transparence, de la délibération collective, de la démocratie sanitaire. Je vous lis un auteur que j'ai lu avec plaisir. Une société démocratique ne peut sortir plus grande d'une crise de cette ampleur.
il parlait du Covid, qu'en étant convaincu que la transparence et le partage des réussites comme des échecs sont les conditions de notre capacité collective à faire face. La transparence, cela imposera aussi d'inventer une forme de partage et de délibération citoyenne sur la manière d'assurer la santé de la population, sur la place du soin, sur celle de la prévention, sur la place des enjeux financiers comme sur celle prégnante de la démographie des professionnels de santé. Il faut en prendre le risque. Aurélien Rousseau, c'est la conclusion de votre joli livre « La blessure et le rebond ». C'est bien dommage que, devenu ministre, cher Aurélien Rousseau, vous n'ayez pas couru ce risque. Vous nous auriez trouvé à vos côtés. Je vous remercie.